Salam alaikum, Azulf al-Aoun. Bonsoir. Le 125e vendredi du Hirak a été marqué par la mobilisation qui reste intacte dans plusieurs villes du pays. À Tizi Ouzou, Djaya et dans d'autres villes, la détermination a été le mot d'ordre du Hirak. Le combat continue pour une Algérie libre et indépendante. La ville de Tizi Ouzou a été envahie par des milliers de personnes venues des quatre coins du pays qui ont pris part à la marche du vendredi, exprimant leur colère contre la répression qui s'est abattue ces dernières semaines sur le Hirak. Non à la répression, liberté d'expression ont-ils scandé, mais surtout démontrer au régime que le Hirak est uni et restera uni et pacifique, malgré les moultes tentatives du pouvoir de régionaliser le Hirak et de le faire sortir de sa silmia. Tous les slogans, les chants et les revendications habituelles ont été scandés tout au long des marches par des hirakistes qui ne lâchent absolument rien de leurs revendications et qui n'est autre que l'instauration d'un État de droit. Les marcheurs ont exprimé leur solidarité avec les hirakistes et les activistes arrêtés en demandant leur libération immédiate. Harirul Masajin, libérer les prisonniers. Libérer les détenus, ce ne sont pas des dealers. Pas loin de la marche du vendredi, Khenchela et ses habitants ont démontré au régime que rien ne peut être exploité politiquement comme avant. Oui, rien. Certes que la région de Khenchela a connu des moments difficiles avec les derniers incendies, mais le salut est venu du peuple et de la protection civile qui ont essayé de faire face à ces incendies avec des moyens rudimentaires. Les autorités ont dépêché hier vendredi 2 ministres sur instruction de M. Abdelmajid Tebboune. Les ministres de l'Intérieur, Kamel Beljoud, et de l'Agriculture, Abdelhamid Hamdani, qui se sont déplacés sur les lieux du sinistre. Sur place, des citoyens de Khenchela ont exprimé leur colère aux ministres, à qui ils ont reproché d'être venus en retard. Cette visite s'est déroulée dans un climat tendu, mais aussi dans une logique du Hirak, puisque les citoyens ont scandé « Klitul Bled Yassarraqi », un slogan fort de sens quand on revient sur le boycott des élections législatives du 12 juin 2021, qui vient de confirmer le rejet total et sans appel à ce régime par la majorité écrasante des Algériens. Plus de 80%. Comme disait Abraham Lincoln, on peut tromper une partie du peuple tout le temps, et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Conscient du danger que guette notre pays, le Hirak s'inscrit dans la continuité et surtout dans sa silmia, face à un régime qui ne lui reste que le tout sécuritaire. La force est l'arme de ceux qui ont tort. Notre émission ce soir, Algérie, le régime face à sa politique du tout sécuritaire. Et pour participer à cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Houssine Djidel, Monsieur Houssine Djidel, militant politique depuis Paris, qui sera avec nous via Skype.
Hossein Jiddel, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Très bien. Merci, merci Hossein Jiddel. Je pense qu'il y a un petit problème de son, mais aussi on a le plaisir d'accueillir Monsieur Pierre Audin, fils de Maurice Audin, qui est avec nous depuis Paris, via Skype aussi. Monsieur Pierre Audin, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je vais commencer avec Pierre Audin. Merci encore une fois. Si on revient un peu sur la situation que vit notre pays, Pierre Audin, comment peut-on la qualifier? C'est difficile à dire en ce qui me concerne parce que je suis à Paris, je ne suis pas sur le territoire national. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une aggravation de la répression depuis avant les élections du 12 juin, mais qui n'a pas cessé depuis les élections du 12 juin. Une aggravation de la répression, puisque si on regarde ce qui s'est passé au début de l'année, courant février, un certain nombre de détenus ont été libérés. Il en restait grosso modo une trentaine à la fin du mois de février. Là, on est 4 à 5 mois après, et on est avec environ 300 prisonniers d'opinion, détenus d'opinion. On a arrêté des gens qui manifestaient, on a arrêté des gens qui étaient solidaires avec les gens qui manifestaient. Maintenant, on va arrêter les gens qui pensent que peut-être que ceux qui étaient solidaires avec ceux qui manifestaient avaient peut-être pas complètement tort d'être solidaires. Ça commence à devenir un petit peu délirant, disons. On aurait pu espérer que l'Algérie soit un état de droit dans lequel les citoyens, depuis 1962, puissent s'exprimer, puissent participer à une république algérienne, démocratique et populaire, qui malheureusement ne me semble pas très populaire, ne me semble pas très démocratique et ne me semble pas très république quand on voit la façon dont les choses se passent au niveau de la répression actuelle. Très bien. Votre père a donné sa vie donc pour ce pays. Quand on n'était pas très loin cette semaine donc de la célébration du 59e anniversaire depuis l'indépendance de l'Algérie, les Algériens scandent toujours donc dans ces marches de cette révolution pacifique, ce qu'on appelle le Hirak, al-Istiqlal, ça veut dire l'indépendance. Comment peut-on lire ce slogan 59 ans après? Le problème, c'est que 59 ans après, l'Algérie est toujours un pays à construire. L'Algérie est toujours un pays qui est aux mains de quelques-uns qui n'ont pas l'air de vouloir lâcher le pouvoir et n'ont pas l'air de vouloir comprendre qu'effectivement, le peuple a un pays à construire, en particulier la jeunesse algérienne a un pays à construire. La jeunesse algérienne a des capacités et des envies que le pouvoir n'est pas capable de satisfaire et n'est pas capable de laisser s'exprimer. C'est une situation qui est quand même surprenante, 59 ans après l'indépendance, qu'il y ait toujours les haragas, qu'il y ait toujours cette fuite vers l'étranger, parce qu'il n'y a pas moyen, malheureusement, d'avoir une vie normale, moderne, au sein de l'Algérie actuelle, quoi. Donc on a changé peut-être de domination sur le peuple, mais il y a toujours domination sur le peuple. Les Algériens ont répété ces derniers mois, mais aussi depuis le début de l'Hirak, que cette indépendance a été confisquée. Est-ce que vous pensez que ce constat est juste par rapport à la situation que vit notre pays? Je suis assez d'accord. Bon, je suis pas sur le territoire national. Moi, je suis à Paris, hein, donc j'ai un peu du mal ça fait 3 ans que je suis pas allé en Algérie pour différentes raisons, 2 ans et demi, pour différentes raisons essentiellement sanitaires, etc., quoi. Mais disons que c'est quand même l'impression que ça donne. Oui. J'entends les Algériens, j'entends les Algériens qui, par exemple, ne sont pas allés voter. Et que le pouvoir décrète, après avoir essayé de
de contraindre les Algériens à aller voter, décrète que ça n'a pas d'importance que les gens n'aient pas été votés. Effectivement, pour le pouvoir, ça n'a pas d'importance que les gens ne participent pas aux élections, puisque de toute façon, elles n'ont aucun sens. Elles ne correspondent pas à la volonté du peuple, qui est d'avoir la possibilité de s'exprimer, d'avoir des opinions, de les dire. Si on regarde les choses, par exemple, oui, effectivement, mon père a donné sa vie pour l'Algérie indépendante, pour le combat de l'Algérie indépendante. On aurait pu s'attendre à ce que l'Algérie devienne le champion des droits de l'homme, le champion de la liberté. Malheureusement, si on regarde par exemple pour la liberté de la presse, le classement de l'Algérie, c'est 146e. Et c'est pas 146e sur 100 000, c'est 146e sur 180. Elle devrait être première, elle est 146e. Ça veut bien dire qu'il y a quand même un souci en ce qui concerne la liberté de la presse et en ce qui concerne la liberté d'opinion. Il y avait un journaliste qui s'appelait Khaled Darani qui était emprisonné. Maintenant, il y a un journaliste qui s'appelle Rabah Karesh qui est emprisonné aussi. Les journalistes sont harcelés. Les journalistes, certains d'entre eux sont contraints à ne pas quitter la ville, etc., à se présenter tous les lundis au commissariat de police, etc. Tout ça, ce sont des contraintes qui empêchent les journalistes de travailler, de même que le peuple ne peut pas s'exprimer. Donc, effectivement, il y a une attente, disons, de la part du peuple qui est assez compréhensible, quoi. Oui, 59 ans après l'indépendance, il est temps que l'indépendance soit effective. Très bien. Mais comment vous voyez le regard de l'étranger, vous qui vivez donc en France, Monsieur Pierre Audin, vous étiez très vocal par rapport donc à ce silence des puissances par rapport à ce qui se passe comme dépassement en termes des droits de l'homme en Algérie. On parle de plus de 300 prisonniers d'opinion ou politiques. Et vous avez donc déploré le silence aussi de l'ONU par rapport à la situation des droits de l'homme. Tout à fait. Je trouve tout à fait étonnant qu'au niveau international, les gens, en fait, les instances, les gouvernements, ont l'air de croire au pouvoir algérien qui parle d'ingérence quand il s'agit de parler des droits de l'homme en Algérie. Ça, c'est un piège du pouvoir algérien. Il ne s'agit pas d'ingérence, il s'agit simplement de solidarité, de dire que les droits de l'homme n'ont pas de frontières, que les droits de l'homme, c'est quelque chose qui concerne tous les hommes sur la planète, et que s'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, par exemple en Algérie, c'est clair qu'il n'y a pas que l'Algérie qui est concernée, mais il y a aussi l'Algérie qui est concernée. Et dans ces conditions, oui, il est normal d'exprimer sa solidarité, d'exprimer sa fraternité avec les Algériens qui veulent juste avoir le droit de donner leur opinion, d'avoir une opinion, de la donner, d'en discuter, et d'avoir un système démocratique qui est nécessaire dans la planète moderne dans laquelle nous sommes. Il doit y avoir une Algérie moderne aussi. Il ne doit pas y avoir simplement des choses rétrogrades, de corruption. Non, il doit y avoir la possibilité pour les Algériens de s'exprimer, d'avoir des opinions et de les exprimer. Et je suis quand même embêté quand je vois que, par exemple, 62 ans après mon père, lui, il a été torturé et assassiné en 1957. 62 ans après, par exemple, Walid Nekish a été torturé, violé. L'a dit devant un juge, et il ne se passe toujours rien. Il n'y a toujours rien de fait par le pouvoir algérien pour combattre ce type de méthode dont on aurait pu penser que, puisque les Algériens les avaient subis, qu'ils n'allaient pas eux-mêmes les utiliser. Le pouvoir algérien utilise ces méthodes exactement comme l'utilisaient précédemment les colonialistes français. Et le fait de ne pas poursuivre, de ne pas aboutir à une condamnation, etc., concernant les gens qui ont fait du mal à Walid Nekish, c'est une façon de les soutenir
et c'est une façon de leur dire qu'il faut continuer. Donc, oui, il y a vraiment de gros problèmes, qu'il est étonnant que l'ONU ne tienne pas compte de ces problèmes et ne fasse pas le rappel à l'ordre nécessaire à l'Algérie, qui a signé un certain nombre de traités internationaux, et qui devrait donc les respecter. À partir du moment où on signe des traités internationaux, ben, c'est pas juste pour les signer, c'est pour les respecter. Et Juste pour rappeler que Walid Ennaqi, c'est le jeune étudiant donc, qui a dénoncé donc ces tortures et les sévices qu'il a subis. Si on revient un peu, Monsieur Perraudin, oui, du tribunal devant le juge, et il ne se passe toujours rien. Ça, c'était fin 2020. En juillet 2021, il ne s'est toujours rien passé. Pourtant, ça a été fait en séance de justice. Donc, on dit toujours chez nous qu'on ouvre des enquêtes pour étouffer donc, ces affaires. Mais Monsieur Perraudin, si on revient un peu sur le silence de ces puissances, des institutions internationales face donc à ces politiques répressives du régime algérien, pourquoi, d'après vous, ce silence ? C'est compliqué de savoir qu'est-ce qui motive les gouvernements. Moi, je suis pas dans les petits papiers du gouvernement français ou des instances internationales. Je peux supposer quand même que, par exemple, quand la France se retire du Mali, elle compte sur l'Algérie pour faire le travail qu'elle faisait précédemment au Mali. Donc, on peut supposer qu'il y a des arrangements avec le pouvoir algérien qui passe au-dessus des droits de l'homme, de même qu'il y a des raisons économiques toutes bêtes qui sont plus importantes certainement pour les gouvernants français et pour les gouvernants internationaux, des différents pays internationaux qui travaillent avec le pouvoir algérien. C'est quelque chose qui ne devrait pas être. Parce qu'il y a des conventions internationales sur le respect des droits de l'homme qui ont été signées et par la France, et par un certain nombre d'États, et par l'Algérie. Et donc tous devraient les mettre en application. Est-ce que vous êtes optimiste, Monsieur Audin, face à la situation que traverse notre pays? On a vu par exemple le phénomène de la harga, ces jeunes donc, qui quittent le pays dans des petits bateaux qui risquent leur vie. L'Espagne même a parlé de presque de 1000 jeunes qui sont arrivés, de 1000 personnes qui sont arrivées cette dernière semaine en Espagne. Est-ce que vous êtes inquiet donc, de l'évolution de la situation en Algérie, ou plutôt optimiste quand vous voyez un peuple qui s'est soulevé, ça fait presque plus de 2 ans, avec un pacifisme extraordinaire? Votre constat, Monsieur Audin? Personnellement, je suis un peu inquiet, alors que j'étais très optimiste quand j'ai vu que justement ce phénomène des haragas s'était arrêté en fait, avec le Irak depuis le 22 février 2019, et malheureusement ça a repris. C'est-à-dire que malheureusement, j'ai l'impression que les jeunes Algériens ne croient plus à la possibilité d'obtenir de façon pacifique un changement de régime, un changement de pouvoir et une Algérie moderne. Et donc ça m'inquiète un petit peu, parce que ce qui est important en Algérie, la plus grosse partie de la population, c'est la jeunesse. Et c'est la jeunesse qui est capable de construire le pays. Malheureusement, le pays est toujours à construire, presque 60 ans après l'indépendance, mais il est à construire, et il y a la volonté et la capacité au niveau de la jeunesse algérienne de faire ce qu'il faut pour construire le pays, d'utiliser un petit peu le pétrole pour construire une vraie économie, pas simplement pour regarder un tiroir-caisse, mais pour construire une vraie économie. Il y a des tas de projets, des tas d'idées, des tas d'envies de la part des jeunes Algériens, des capacités. Ils essayent malheureusement de les mettre en œuvre ailleurs qu'en Algérie. C'est dommage, parce que c'est vraiment la richesse de l'Algérie, c'est pas le pétrole, c'est la jeunesse. La richesse de l'Algérie, c'est ces jeunes qui pourraient construire un pays oui, moderne, multiculturel, démocratique, populaire, républicain.
Très bien. Donc, je vous ai promis de ne pas prendre beaucoup de votre temps et j'apprécie beaucoup votre participation dans cette émission. Si vous avez donc un message particulier aux Algériens qui vous regardent un peu partout dans le monde. Non, je n'ai pas vraiment de message particulier. Je pense que c'était une idée magnifique qui, malheureusement, la révolution du sourire, qui, malheureusement, n'a pas été suffisamment suivie dans le reste du monde. Les gens sont plus intéressés par les manifestations violentes que par les manifestations souriantes. Le peuple algérien a montré sa maturité avec ses manifestations souriantes, avec ses manifestations civilisées, où les gens étaient solidaires les uns des autres, où les gens nettoyaient au fur et à mesure, où les gens se donnaient des bouteilles d'eau, de la nourriture, à cause de la chaleur, des choses comme ça. Tout un tas de symboles qui montrent à quel point les Algériens sont mûrs pour un régime démocratique, pour un régime dans lequel ils expriment leur opinion. Bon, voilà, je pense que malheureusement la solidarité internationale n'a pas été suffisante. J'espère qu'elle va se développer et que le pouvoir algérien va comprendre que l'isolement suffit et qu'il faut laisser la place à une autre façon de gouverner, avec une constituante, des choses comme ça qui permettent aux Algériens de choisir leur avenir et non pas de le subir. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Audin, d'être avec nous dans cette émission. J'apprécie beaucoup votre intervention. Vous avez dit que les Algériens, il faut laisser les Algériens choisir donc leur sort, mais ne pas le subir. Merci à vous, Pierre Audin, qui était avec nous donc via Skype, fils de Maurice Audin, Rabbi Rahmou. Hussein Djeddel, qui est avec nous aussi. J'espère qu'on a réglé le petit problème de son. Monsieur Hussein Djeddel, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci pour l'invitation et salutations à tous les Algériens et notamment à Monsieur Pierre Audin, digne du martyr Maurice Audin, qui a donné sa vie pour que l'Algérie soit libre, démocratique et pour que le peuple algérien soit maître de son destin et de son avenir. Merci. J'aimerais juste revenir, Monsieur Hussein Djeddel, avant de vous laisser la parole. Je pense qu'on a aussi, avec nos maîtres Nabil Ismail, revenir sur les 27 morts, Rabbi Yarhamhum. Donc, je m'incline, Rabbi Yarhamhum, les 27 morts victimes donc, des accidents de la route, le terrorisme de la route, Irhab Turuq, comme on l'appelle en Algérie. Donc, hier, l'Algérie a perdu 27 personnes, Rabbi Yarhamhum. Donc, toute notre solidarité à leur famille, bien sûr. Hussein Djeddel, si on revient un peu donc, sur ce vendredi 125, le 125e vendredi de la Révolution, depuis le début de la Révolution, on a vu des marches à Tizi Ouzou, à Bjaya, mais aussi dans d'autres villes moins en nombre. On va essayer de voir ces images, Hussein Djeddel, avant de vous donner la parole. Donc ça, c'était les images à Tizi Ouzou, où il y avait aussi des centaines de hirakistes qui sont venus un peu partout de l'Algérie, du pays, pour soutenir donc leurs frères en Kabylie et pour dire aussi qu'on est unis dans ce hirak. On regarde ces images et je reviens. Donc ça, c'était les images à Tizi Ouzou hier. Hussein Djeddel, à vous la parole. On a vu la détermination qui est toujours là du hirak. Quelle est votre lecture par rapport à la journée d'hier? Écoutez, le peuple algérien, il est sur la même ligne. Il est sur les mêmes objectifs tracés depuis 2019. Malgré la répression, malgré
tout ce que le régime militaire emploie pour empêcher les Algériens d'être dans la rue, une partie des Algériens qui est connue pour sa détermination, pour sa maîtrise de la rue, et qui se trouve dans ce que j'appelais il y a des années les zones libérées du joug du régime, libérées de la répression du régime, où les citoyens algériens, nos frères à Tizi Ouzou, à Bjaya, organisent à leur guise et selon leur volonté la vie dans ce territoire, cette partie du territoire national. Donc, ce noyau solide, ce noyau déterminé a donné l'exemple aux Algériens dans l'unité et dans la détermination. On ne lâche rien. On ne lâche ni les objectifs, ni les slogans, ni les jugements implacables que les Algériens ont exprimés contre ce régime. Rien ne change. Les Algériens, ils sont là, ils s'expriment. Les Algériens continuent leur hirak de leur manière, parce qu'au même moment où les Algériens dans d'autres wilayas, ils sont en train de développer l'idée, développer d'autres manières et de se préparer à la rentrée sociale qui sera le point de départ du hirak d'une autre manière. Très bien. Reste avec nous, Houssine Djeddel. On va donner la parole à Maître Nabil Ismail qui est avec nous. Nous a rejoint depuis Tizi Ouzou. Maître Nabil Ismail, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, et merci de m'avoir invité et bonsoir à vos invités. Merci à vous, Maître. Maître Nabil Ismail, on lâche rien. Nous dit Houssine Djeddel par rapport donc au hirak qui est toujours là, qui est toujours déterminé à aller jusqu'au bout de cette révolution. On l'a vu hier à Tizi Ouzou, à Bjaya, mais aussi en d'autres formes, comme l'a dit Houssine Djeddel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport donc à la journée d'hier, Maître Nabil Ismail? D'abord, c'est pas parce qu'on a cassé le thermomètre que la fièvre est tombée. C'est pas parce qu'ils ont interdit les marches dans plusieurs wilayas du pays que la révolution est éteinte. Attention, moi je dirais que la détermination est beaucoup plus forte parce que le peuple ne comprend toujours pas pourquoi le pouvoir a recours à la répression et à l'emprisonnement devant une révolution complètement, vraiment pacifique, une révolution unique en son genre. Donc je vous jure que la détermination du peuple est 2 fois plus grande qu'en 2019 à son début. Parce qu'à son début, elle avait des revendications plutôt limitées. Elle se limitait, c'est une révolution contre un 5e mandat et qui avait un objectif, c'était le départ de Bouteflika et de son équipe. Or, la maturité politique du peuple a démontré qu'il ne s'agit plus de personnes, mais il s'agit d'un système. Et le peuple est en train de se révolte maintenant contre un système qui lui reconnaît pas ses droits, qui lui reconnaît pas son droit de choisir ses représentants, d'exister et même d'exister. Parce que là, quand on met des innocents et des citoyens, on les met en prison pour la simple et unique raison qu'ils ont manifesté un rejet du système et une volonté de changer et de contribuer à la construction de leur pays, ce n'est pas normal qu'on les jette en prison. Et maintenant, le peuple est convaincu qu'il ne s'agit plus de personnes, mais qu'il s'agit d'un système révolu qu'il faut faire partir pour instaurer un état de droit et un état d'institution et pas un état d'institution au service d'un pouvoir. Et les marches de vendredi maintenant à Béjaïa et à Tizi Ouzou sont devenues des marches nationales parce qu'ils viennent de toutes les wilayas. Hier, on a marché à Tizi Ouzou avec nos concitoyens de Djelfa, de Khenchela, de Blida, d'Alger, de Médéa, ils sont venus de partout parce qu'ils ont eu ce besoin d'exprimer leur détermination à continuer et à aller jusqu'au bout de leur révolution. Mais nous sommes en face d'un système qui vit dans le déni du peuple. Il renie l'existence de ces 85% qui ont rejeté tout
tous ses rendez-vous électoraux. Donc, ce pouvoir est en train de vivre seul. Il vit seul, il gère un pays seul, il gère un pays comme il l'entend, il exclut ses 85%. Cette majorité que Tebboune a considérée comme étant le dernier de ses soucis. Quand il vous dit, moi ce qui m'intéresse, c'est pas la majorité, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va sortir des urnes. Ça, c'est du jamais vu, c'est inédit dans les propos d'un président qui se dit soucieux d'une légitimité ou soucieux de construire une nouvelle Algérie. C'est pas, on peut pas parler d'une nouvelle Algérie. Il a dit que la majorité doit respecter la minorité, alors que la majorité du peuple n'a pas à boycotter ce scrutin. C'est inédit quand vous entendez le discours du nouveau président de leur assemblée qui promet d'être fidèle au programme du président et d'être fidèle et de remercier l'armée et de remercier l'institution militaire, c'est inédit, c'est jamais vu. Parce qu'une assemblée populaire nationale est censée être un organe de contrôle. Elle doit contrôler l'exécutif, et elle doit contrôler les budgets, et elle doit être l'émanation de la volonté populaire. Elle représente le peuple qui a comme vocation de contrôler le travail de l'exécutif. Une assemblée populaire ne peut pas dire que nous allons exécuter le programme du président. Et ils sont là pour contrôler l'exécutif. C'est inédit dans le langage politique et dans la pratique politique institutionnelle. C'est inédit qu'un président d'une assemblée promette de respecter et d'exécuter le programme de l'exécutif. Donc c'est... Merci. Maître Nabil Ismail, on va essayer de revenir à vous. Restez avec nous, Maître Nabil Ismail, parce qu'on va essayer de régler le problème du son avec l'équipe technique. Restez avec nous. On a été rejoint par Nourdine Aoussat, militant politique, conférencier aussi. Nourdine Aoussat qui est avec nous, je pense, qui est dans un bus. Donc ils sont revenus de Genève. Je pense qu'il va nous dire un peu plus. Nourdine Aoussat, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir sénateur, et merci pour cette invitation. Nourdine Aoussat, vous vous êtes déplacé donc à Genève. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement? Il y avait des centaines d'Algériens aussi qui ont fait le déplacement. C'était quoi l'objectif? Pourquoi ce déplacement? Pourquoi ce rassemblement à Genève? Donc, comme vous l'avez souligné, sénateur, nous sommes bien dans un car. Nous sommes de retour de Genève. Nous sommes partis ce matin de Paris, 2 cars, plus les voitures. Donc nos compatriotes, hommes et femmes, comme toujours, nous sommes déplacés à Genève parce qu'il y a en ce moment, et ça va se terminer en début de semaine, la 47e session de l'ONU des droits de l'homme. Et donc on profite de cette occasion, de cet événement, pour nous rassembler ici. Nous avons été la diaspora de France, la diaspora de Suisse qui est connue, et ceux d'Italie, ceux d'Espagne et ceux de Belgique. Donc on était quelques centaines, comme tu l'as bien souligné. Il y a une chorégraphie qui était bien faite, de personnes en combinaison verte symbolisant avec des menottes qui symbolisent les prisonniers. C'est axé sur la libération des prisonniers, qu'on mette fin à ces arrestations arbitraires et qu'on libère les prisonniers qui ont été arrêtés pour des raisons politiques parce qu'ils se sont exprimés, ils ont exprimé leurs opinions. Quels étaient les slogans, Nourdine Aoussat? Vous avez dit que la diaspora algérienne donc de plusieurs pays se sont déplacés à Genève. Quels étaient les slogans exactement, Nourdine Aoussat, et les revendications? Les revendications, bien entendu, celles qui concernent les prisonniers, d'accord. Les prisonniers, comme ils disent, ils sont en prison pour l'OAPAN, pour la patrie, et donc il ne faut pas les laisser tomber.
les slogans, il y a aussi l'istiqlal qui revient, et on est bien en ce début du mois de juillet, on n'est pas loin de la célébration du 5 juillet de l'indépendance. Il y avait des slogans sur Dawla Madaniya Masha Askariya, très très fort, qui revient à chaque fois. Nous avons tous vu et regardé à la télévision ce spectacle affligeant, je dis bien ce spectacle pathétique d'une armée qui exhibe encore les muscles au XXIe siècle, à l'ère où les armées du monde exhibent de la technologie numérique, robotique, intelligence artificielle. Nous, on est là encore à faire des galas où on exhibe de la musculature et des combats de corps et de muscles forts. Donc ça aussi, c'est pour cette raison que des slogans contre l'ingérence de l'armée dans les affaires civiles, il a été fortement martelé et répété dans les slogans de nos compatriotes. Aussi, on revient sur l'illégitimité du président actuel, Tebboune Mzawar, Jabou al-Askar. C'est les slogans de l'Algérie, c'est les slogans des Algériens, les slogans que les Algériens aujourd'hui, hélas, ne peuvent pas exprimer, ne peuvent pas scander, à part Tizi Ouzou, Alhamdoulilah et Béjaïa. Ces slogans-là que les Algériens dans les grandes villes ne peuvent pas scander à leur place. Et pour eux, leurs compatriotes de la diaspora les ont exprimés fortement. Merci beaucoup Nordin Aoussat. Merci à vous d'être avec nous dans cette émission. Donc, vous êtes en route et vous étiez cet après-midi et ce matin aussi à Genève où il y avait plusieurs centaines d'Algériens de la diaspora qui étaient là donc pour dénoncer la situation des droits de l'homme en Algérie, mais aussi dénoncer les arrestations et contre les militants des droits de l'homme et les militants politiques. Houssine Djidel, je reviens à vous. Si on revient aussi sur ces incendies de Khenchela, on a vu deux ministres qui se sont déplacés, qui ont fait le déplacement après que les habitants de Khenchela ont pris en charge ces incendies, mais aussi la protection civile avec des moyens rudimentaires, si on peut dire. On a vu la colère des habitants de Khenchela contre ces deux ministres, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Agriculture. Je pense qu'on a une petite vidéo à vous faire montrer par rapport à cette colère des habitants de Khenchela et je reviendrai à vous, Houssine Djidel. Houssine Djidel, Klitou l'Blad, Yasser Raqin, donc ce slogan qui est toujours là, malgré que le régime a tout fait pour essayer donc de se faire une nouvelle façade, ce dernier gouvernement. On a vu donc le déplacement de deux ministres, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Agriculture, mais on a vu aussi la réponse des habitants de Khenchela, Khouatatna fi Khenchela, Klitou l'Blad, Yasser Raqin. Houssine Djidel. Écoutez, la réponse du peuple, elle est claire. Cette visite des deux ministres était une provocation pour nos frères de Khenchela, puisqu'ils sont arrivés très tardivement, après avoir vu que même la presse internationale commençait de parler de la passivité des autorités algériennes, le danger qu'encourent les citoyens de Khenchela devant l'incendie. Et donc, ils ont bien vu que rien n'a changé, que ce régime, il n'a rien à foutre du peuple, que ce régime ne gouverne plus, que ce régime passe le temps à réprimer les Hirak, à réprimer les Hirakistes et le Hirak, et à gérer les conflits interclans, intermilitaires, interclans. Un régime
qui n'a même pas un hélicoptère, qui n'a même pas des extincteurs dans une région forestière telle que Khanchla, est un régime qui est indigne du peuple algérien. C'est un régime rejeté par ce peuple. Les gens de Khanchla et le reste de citoyens de la patrie et de l'Algérie ont bien compris que rien n'a changé, que ce régime il n'est pas uniquement corrompu, incapable, répressif, militaire, dictatorial. C'est un régime qui déteste ce peuple et qui veut anéantir ce peuple par sa passivité, parce que la moindre des choses, supposons qu'on n'a pas de moyens, là, ce régime n'a pas de moyens, il a bouffé 1500 milliards de dollars, mais il n'a pas d'hélicoptère, et l'hélicoptère n'a pas d'extincteur. La moindre des choses, les autorités devaient être à la première heure avec les citoyens, leur rassurer, leur dire qu'on va faire ce qu'on peut, nous, tous les citoyens, pour protéger cette région. Mais c'est après quelques jours, après que les citoyens se sont pris en charge, comme d'habitude, contre ce danger, que ces gens-là se manifestent pour provoquer les Algériens et provoquer notamment les citoyens de Khanchla. Il faut bien le dire. Il faut bien dire que les Algériens maintenant, ils sont convaincus qu'il n'a rien à faire avec ce régime. Il n'a aucun dialogue, aucune solution avec ce régime. Ce régime doit partir. Les Algériens maintenant vont mener le combat de mettre fin à ce régime pacifiquement. Les Algériens maintenant sont convaincus que Yantouma, Yahna, et que ce régime, il veut anéantir le peuple algérien et que le peuple algérien, il veut mettre fin à ce régime et instaurer Dawla al-Madaniya qui donnera espoir à ce peuple et qui donnera le rôle à chaque Algérien de construire dans la dignité, dans la liberté et dans l'espoir l'Algérie, que les militaires, ils ont tout fait pour la pousser vers la faillite. Très bien. Maître Nabil Esmaïl, je reviens à vous. Comment peut-on lire donc le déplacement des deux ministres à Khanchla, qui est venu bien sûr trop tard pour les habitants de Khanchla, mais aussi le slogan qu'on a entendu, Maître Nabil Esmaïl, qui dit tout le bled Yasserraqin. Le régime a tout fait pour essayer d'étouffer le Hirak, a tout fait donc pour mettre fin au Hirak. Mais le Hirak aussi résiste par ses slogans, résiste par son pacifisme, mais aussi fait passer des messages au régime que rien ne peut se faire contre le peuple. Écoutez, je pense que ce régime n'a toujours pas compris. On a beau dire qu'il est très intelligent, il a les moyens, il a tout ce qu'il faut pour tracer des stratégies et en finir avec le Hirak. Mais en fait, il a absolument rien compris. Parce que tout ce que fait le régime est en train de renforcer la détermination du peuple. Le peuple maintenant ne parle plus de Hirak, il parle de révolution. Nous sommes dans un processus révolutionnaire. Toutes les répressions, toutes les lois liberticides qu'il a élaborées n'ont fait que renforcer la conviction du peuple qu'il faut en finir. Parce que vous savez que le peuple maintenant se dit, si on rate ce rendez-vous, on est parti pour encore 30 à 50 ans. Le retour de cette la colère qui s'exprime maintenant, parce qu'il n'y a pas que Khanchla. Allô? Oui, je vous entends. Je vous écoute très bien. Il n'y a pas que Khanchla. Il ne faut pas oublier les émeutes qu'il y a eu hier à Ouargla. Tout à fait. Ça, c'est très inquiétant, parce que c'est très inquiétant. Il y a eu aussi des émeutes à Alger. Aujourd'hui, moi, je reviens d'Alger. Il y a eu aussi des émeutes à Alger par rapport à la crise de l'eau. Que tout ça ne va pas converger vers le Hirak. Ça va converger. Parce que maintenant, le pouvoir est convaincu, le peuple est convaincu que le pouvoir est en train de se venger de ce peuple qui s'est révolté contre lui. C'est impossible de ne pas lier toutes ces crises vers c'est pas possible de ne pas la lier à une mauvaise gestion de la chose publique.
vous avez des passations de consignes entre un chef de gouvernement sortant et celui qui arrive, sans qu'il y ait de bilan, sans qu'il y ait le mahasba. C'est comme s'il lui avait prêté sa maison, il l'a gardée, puis il lui redonne les clés, alors que c'est la chose publique. Il devait y avoir une passation, il devait y avoir un bilan, il devait y avoir des questions et des réponses sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait. On ne peut pas faire de passation d'une façon aussi banale, aussi formelle, vide de sens. Là, il s'agit d'un État, il s'agit d'un pays, il s'agit de la chose publique. Nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est dit lors de ces passations, à part les formules de politesse, mais c'est pas de ça. Attends, qu'il y ait 3 ministres qui sont partis, mais les ministres qui sont partis, ils étaient dans le gouvernement. Ils étaient dans le gouvernement. Quand il y a eu la démission du gouvernement de Rad, Boun l'avait chargé de continuer les affaires courantes. Or, parmi les affaires courantes, il y a cette catastrophe de Khanchla. Ils ne peuvent pas se targuer ou se contenter de dire « Ah oui, ils sont partis 4 jours après ». Nabila Smaïl. Bon, je pense qu'on l'a perdu, Maître Nabila Smaïl. On va essayer. Restez avec nous, Maître Nabila Smaïl. On va essayer de régler la connexion avec nos techniciens. Très rapidement, on va revenir à vous, mais on a avec nous Karim Kbir, qui est journaliste, qui est avec nous depuis Alger. Karim Kbir, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est quel? Bonsoir à tout le monde. Merci. Karim Kbir, si on revient un peu, bien sûr, c'est sur les nouveaux visages du gouvernement, le nouveau gouvernement, mais aussi sur ce que Khanchla a vécu comme catastrophe naturelle, ces incendies qui ont ravagé des milliers d'hectares. Comment peut-on qualifier le déplacement de 2 ministres, Karim Kbir, à Khanchla? Les habitants de Khanchla l'ont aperçu comme une insulte à eux, et on a entendu le slogan « Klitul Blad ya Sarraqi ». Écoutez, c'est-à-dire le sinistre, enfin, on peut parler de sinistre, le feu de forêt de Khanchla, ça arrive assez souvent, en tout cas, souvent pendant l'été, il y a des feux de forêt, il y a des incendies. Après, bon, on peut bien entendu spéculer sur les auteurs ou les raisons qui ont conduit à ces incendies ou qui les ont provoqués. Mais en tout cas, je pense que la réaction du gouvernement, elle était attendue dans la mesure où, encore une fois, ça c'est un fait notable, c'est qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont devenus un acteur très très influent. Donc, comme il y avait une forme au niveau national, beaucoup ont parlé des forêts de Khanchla, donc beaucoup se demandaient sur l'absence de moyens, donc ça a créé un sentiment de délaissement de cette région. Donc forcément, le gouvernement, il était appelé à se déplacer. Après maintenant, la réaction de la population locale, je pense que ce sont des réactions qui ont été déjà observées par ailleurs. C'est-à-dire, encore une fois, nous n'avons pas encore réglé le problème de fond posé par le Hirak, c'est-à-dire celui de la confiance. Absolument. Et c'était ça ma question, Karim Kbir. Est-ce que vous pensez que la question de la légitimité, la question de confiance, et la question aussi la plus importante, c'est la question politique, que les Algériens, les hirakistes, malgré qu'on ne voit peut-être dans quelques villes, les gens ne sortent pas par peur, par répression, mais l'esprit du Hirak est toujours là. Et on l'a vu dans cette visite des 2 ministres. Exactement. C'est-à-dire le problème de fond, la crise de fond, c'est-à-dire elle n'a pas été résolue pour le moment. C'est-à-dire la crise de confiance. Et cette crise de confiance, elle ne peut être rétablie qu'uniquement par le retour à la légitimité populaire. Mais cette légitimité, ça se réduit pas uniquement à des élections, mais à créer tout un climat, des conditions d'exercice politique
et de liberté pour les Algériens, chose qui n'est pas encore au rendez-vous, malheureusement. D'ailleurs, on a vu même la dernière fois par rapport au gouvernement, c'est qu'on a focalisé essentiellement sur le fait que la crise est économique. C'est une façon d'évacuer le volet politique. Or, à la base, toute la crise que nous vivons est essentiellement politique. Donc, tant qu'ils n'ont pas résolu cette crise politique, ils ne pourront jamais rétablir cette confiance ni vendre leur image auprès de l'opinion. C'est une mission qui est extrêmement difficile. Donc c'est pourquoi que comme vous l'avez noté, Nasser, c'est-à-dire souvent la population exprime son mécontentement vis-à-vis de ses gouvernants. Et puis par ailleurs, on a vu pas seulement cette histoire des ministres qui sont déplacés, mais on a vu récemment comment un ministre a été... Non, même le ministre des Postes, comment il a été pris à partie par une citoyenne. C'est des choses qui sont... Parce que au fond de même les citoyens ne sont pas convaincus, en tout cas, non seulement par les actions qui sont entreprises, et parce qu'ils ne se reconnaissent pas encore dans la légitimité de ces gouvernants. C'est pourquoi il y a toujours ce fossé qui est creusé. Et malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas encore approché la solution qu'impose la crise du pays. Et on a vu, vous avez parlé des mécontentements ou les crises que vit notre pays. On a vu ce qui s'est passé à Ouargla, Karim Kebir. Est-ce que vous pensez que c'est un signe fort aussi que ces mécontentements ou ces colères peuvent converger pour le retour du Hirak en force? Avant d'écouter votre réponse, on va essayer de voir donc ces images à Ouargla, donc le mécontentement des citoyens de Ouargla face à la Hougara. Bien sûr, ils ont des demandes socio-économiques, mais aussi pour faire aussi dénoncer cette Hougara qui vivent dans le sud. On regarde ces images et je reviens à vous, Karim Kebir. Karim Kebir, vous avez vu ces images. Est-ce que ce qui s'est passé à Ouargla est inquiétant ou le régime est en train de creuser sa tombe, si on peut dire? Écoutez, quand on ferme tout, il y a le verrouillage partout, avec la crise quand même qui s'exacerbe, avec les conséquences de la pandémie, et puis de plus en plus la situation devient difficile pour beaucoup d'Algériens, la paupérisation, la crise économique, il y a la crise de l'eau. Vous avez vu ces derniers mois quand même le regain aussi du phénomène de Haraga. Donc il y a une forme de j'allais dire, de désespérance qui a gagné un peu les jeunes. Et quand il n'y a pas les canaux de dialogue, c'est-à-dire tous les canaux de dialogue sont fermés. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous avez aussi un problème de légitimité, c'est-à-dire même si les interlocuteurs qui sont censés dialoguer ou discuter ne sont pas perçus par la population comme
comme étant des représentants légitimes qui sont capables de prendre en charge leurs doléances, conjuguer à cela les capacités aujourd'hui de l'État à répondre à beaucoup de demandes parce que les problèmes sont nombreux. Donc forcément, à un certain moment, il y a des individus qui sont tentés par des actions extrémistes. Bon, bien entendu, ce n'est pas une très bonne chose. La violence ne règle jamais les problèmes et il n'est utile ni utile pour personne. Mais je vous dis, quand il y a ce verrouillage, donc les dérapages ne sont pas exclus. On l'a vu déjà dans plusieurs... Mais la violence qui a été observée, Karim Kbir, c'est beaucoup plus du côté donc des forces de l'ordre. Bon, j'ai pas, honnêtement, pour être honnête avec vous, je n'ai pas vu les vidéos parce que vous connaissez quand même la difficulté maintenant que quand même les gens ont peur aussi, hein, et si vous avez dû le constater, beaucoup de gens ne publient absolument rien maintenant sur les réseaux sociaux. Donc ils échangent entre eux à travers les messages, mais c'est rare pour tomber sur... Encore faut-il pour nous journalistes tout de même, chaque fois que nous sommes tenus quand même de vérifier bien la véracité des faits. Mais je vous dis, c'est-à-dire s'il y a violence, je ne sais pas qui l'a provoqué, pour quelle raison, mais moi je parle de façon globale, c'est que quand il y a la fermeture et le verrouillage, forcément il y a des gens qui seraient tentés de recourir à la violence pour se faire entendre. Malheureusement, on ne l'a vu pas par le passé. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'ouverture est une nécessité pour tout le monde, parce qu'il tient à très peu de choses pour régler réellement la crise, s'il y a réellement une volonté de régler la crise. Tout simplement, c'est d'aller vers l'ouverture, laisser les Algériens s'exprimer librement, laisser les Algériens s'organiser, laisser les Algériens dialoguer, ouvrir les médias à l'opposition, à toutes les voix discordantes. Et je crois que ce serait déjà un très bon signe pour créer les conditions de trouver toutes les approches pour d'une sortie de crise. Merci beaucoup, Karim Kbir. Yatik Saha. Karim Kbir qui était avec nous, journaliste qui était avec nous depuis Alger. Houssine Djidel, cette affaire de Ouargla, on a vu des images, bien sûr, de la violence, mais aussi les citoyens du Sud qui pensent qu'ils sont donc marginalisés et aussi qui subissent la hougra, surtout en termes de demande de travail. Est-ce que vous pensez que ce malaise social peut aussi devenir une bombe explosive par rapport à la situation de notre pays, sachant que la situation est très difficile déjà politiquement? Nasser, il faut rappeler que Ouargla, c'était le début, les prémices de la révolution. Moi, je peux les situer à 2013, où les jeunes de Ouargla, les chômeurs de Ouargla, ils ont commencé le combat politique frontal avec le régime. Et donc, nous avons vu comment le régime a traité cette affaire. Et, on connaît, on était dedans, d'ici de Paris. Les gens de Ouargla, maintenant, ils lancent un défi à ce régime. Il faut que les citoyens algériens sachent que Ouargla, c'est une ville, c'est la plus grande ville d'Algérie où il y a plus de casernes de DRS. Donc, quand il y a des jeunes au milieu des casernes de DRS, de Mukhabarat Irhabiya, ils défient ce régime, ils sortent pour contester, pour protester contre le Hagra, pour réclamer leurs droits, sachant que la richesse d'Algérie vient de cette partie du Sud. Et ça, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le négliger. C'est-à-dire, c'est très difficile d'un citoyen, d'un frère de Ouargla, de lui dire « tu dois partager la même misère que ton frère qui est dans l'autre bout de l'Algérie va te dire « mais écoutez, vous êtes en train de pomper le pétrole au-dessous de mes pieds et vous me demandez de vivre la misère ». Sachant que ces gens-là, ils n'ont même pas le minimum de vie correct. Vous savez que les gens de Ouargla, ils doivent, pour faire un scanner, aller à Ghardaïa.
Allez à Ghardaïa, il n'y a même pas un scanner. Il y a quelque temps, il n'y a même pas un scanner pour que les gens se déplacent. Donc, moi, je pense que cette révolte de Ouargla est une des formes que le peuple algérien a commencé à développer, et ça sera encore très répandu, très intense avec la rentrée sociale. En Algérie, actuellement, il n'y a ni travail, ni eau, ni moyen de vivre. Et les gens sont livrés à eux-mêmes. On a dévalué le dinar, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus aucun moyen pour éteindre le feu, il n'y a aucun système de santé, il n'y a aucune prise en charge, les petites sociétés ont déclaré faillite, le régime n'a plus d'argent, il doit maintenant frapper la porte et faire la charité auprès des institutions financières internationales, et même malgré qu'il est en train de faire marcher la planche à billets. Donc la rentrée sociale, ça sera le point de départ d'une autre forme de la révolution, et il y aura la révolution de Hirak qui est une révolution pacifique, politique, etc. Elle sera rejointe par une nouvelle forme de la révolution qui est la révolution sociale. Moi, je suis, autant que citoyen algérien, je ne dis que tous les Algériens ont le droit de défendre leur vie, leur liberté et le minimum pour vivre. Donc, personne ne peut empêcher ces gens-là, aussi jeunes, surtout les jeunes, de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Malgré que nous avons dit et redit, et le peuple l'a dit, Silmiya, ça c'est un principe de la révolution. Mais il y a des éléments, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui ne trouvent pas de quoi manger, de quoi soigner leurs enfants, et donc ces gens-là, moi je les comprends parfaitement. Devant ce régime qui ne gouverne plus, qui ne propose plus, qui ne pourra pas faire quelque chose, il est en train de se barricader, en train de se renfermer, en train de gérer les rapports de force au sein des clans, et penser jour et nuit quelles sont les manières pour diviser le Hirak, pour anéantir le Hirak, pour anéantir ce peuple, pour réduire ce peuple au silence. Mais ce peuple, il a décidé de ne plus revenir chez lui tant qu'il n'a pas mis fin à ce régime militaire et à ce régime mafieux. Et les Algériens vont le faire. Les Algériens ici de la diaspora, nous avons tout un programme. Les Algériens, vous allez voir que nous avons un moment avec les Algériens de l'intérieur pour demander clairement et nettement le départ de ce régime, parce qu'il n'y a plus de discussion avec ce régime. Il n'y a plus de négociation. Il n'y a plus rien. Quand ce régime livre les Algériens à la mort, les laisser mourir à Khanchla, laisser les gens mourir sans eau, laisser les gens abandonnés à leur sort. Qu'est-ce que vous voulez négocier? Qu'est-ce que vous voulez discuter? Qu'est-ce on peut espérer de ces généraux mafieux? On n'espère rien du tout. Nous devons continuer notre révolution pacifique. Ils doivent partir. Ils vont partir. Qui veulent ou qui veulent pas. Yahouma, Yahna. Les Algériens l'ont dit depuis 2019. Et donc, ils vont mettre en œuvre les formes pour faire disparaître et faire sortir ces généraux mafieux véreux du pouvoir. Mais reste avec nous, Houssine Djeldel. Maître Nabil Ismail, ce qu'on a vu, vous avez parlé donc de ce qui s'est passé à Ouargla, on a vu les images qui étaient choquantes, bien sûr, ce degré de violence envers des citoyens qui demandent leurs droits, le droit au travail, qui dénoncent aussi l'injustice, le hugara. Est-ce que vous pensez que toutes ces colères peuvent converger pour le retour d'un Hirak encore plus fort qu'on l'a vu? C'est inéluctable. Il est impossible de penser qu'il pourrait y avoir des revendications sociales en dehors de la révolution pacifique qui est déclenchée, qui est en marche. Vous savez, les émeutes de Ouargla et la répression qui a été utilisée
démontre que le pouvoir est en faillite de solutions. Il n'est pas porteur de solutions. Il ne peut pas régler le problème qu'il a causé. Pourquoi ils sont sortis? Pourquoi ils sont sortis, les jeunes de Wegla? Ils sont sortis initialement pour un problème d'emploi, pour un problème de chômage. Nous avons vu les vidéos de certains jeunes qui ont expliqué ce qui se passe et la façon avec lesquelles on les malmène avec cette histoire de l'ANEM, de contrat, de renouvellement, et puis vous dites qu'ils ramènent d'autres personnes, d'autres wilayas, alors que les enfants de la wilaya n'ont pas d'emploi, ils sont dans le chômage, et il est bon de rappeler que toute la contestation avait commencé par ce groupe et cette association de chômeurs de Wegla, ils étaient à l'avant-garde, bien avant le Hirak du 22 février. Donc, par quoi on les réprime? Alors, depuis 2017 que cette association existe, qu'ils réclament un droit, comment voulez-vous que des enfants se taisent devant un père qui est milliardaire et qui leur donne pas à manger? Donc c'est une réaction tout à fait naturelle. Ils ne peuvent pas ne pas réclamer leur droit à l'emploi, leur droit aux soins, leur droit au logement, sachant que c'est l'une des plus riches wilayas du pays, sachant que tout vient de là-bas. Donc maintenant, vous allez me dire, est-ce que on va se contenter de ça ou est-ce que ça va converger? Il est tout à fait normal que ça découle et ça coule vers la revendication politique de la révolution du 22 février. Parce que toutes ces causes, toutes ces difficultés, toutes ces crises économiques sont la conséquence directe d'absence de légitimité politique et d'absence d'une réelle politique en Algérie. Le pouvoir en Algérie a toujours géré en catastrophe. Il a toujours géré il a toujours fait la gestion à court terme. Il n'a jamais fait dans la gestion il s'est jamais projeté pour éviter les crises. Vous n'allez pas me dire que la crise de l'eau n'était pas prévue depuis 2012-2014. Moi-même, j'étais élu à l'appui de Tizi Ouzou. Nous avions fait des sessions sur les risques de manque d'eau, sur tout ce qui se passe, la perdition de l'eau. Nous avions tiré la sonnette d'alarme. On avait fait des délibérations. Personne ne nous a écoutés parce qu'il y a une absence totale de politique de prévention. Il faut prévenir avant de guérir. Or, quand il y avait beaucoup d'argent, l'argent était là pour acheter tout le monde, pour acheter la paix sociale et pour imposer des solutions rapides mais pas efficaces. Le pouvoir a toujours géré par des solutions très rapides mais jamais efficaces. Ils se sont jamais projetés dans le futur pour éviter tout ça. Alors, la répression d'hier de Wegla est une répression qui était injustifiée parce que vous avez un groupe de jeunes qui est sorti pour manifester sa colère contre la misère et contre le chômage. Pourquoi utiliser tout ça? Pourquoi pousser les jeunes à sombrer dans la violence alors que nous continuons à dire que la violence arrange le pouvoir. La violence arrange le pouvoir. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire que nous avons réalisé beaucoup de choses grâce à notre Silmia. Nous avons réalisé d'abord la conscience politique. Nous avons réussi à faire admettre au peuple que ce n'est plus une histoire d'hommes, mais c'est une histoire de système politique, qu'il faut aller vers régler le problème en Algérie définitivement, régler le problème de légitimité. Quand je pense à la phrase de Mohamed Harbi, qui a dit en 62, ceux qui ont pris le pouvoir n'ont pas instauré un État, mais ils ont instauré un pouvoir, c'est juste. C'est juste, alors que le peuple s'est levé, il s'est révolté pour demander à construire un État et un État avec des institutions, et chaque institution devrait être au service du peuple, pas au service du régime. Donc, ce qu'on est en train de vivre, et ce qui va arriver vraiment à craindre, et le seul responsable de tout ce qui pourrait arriver, le seul responsable, c'est le pouvoir. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a eu des passations de consignes, il y a eu installation une assemblée populaire nationale qui a eu même pas 3% de 0, je sais pas quoi de votants. Quand vous avez un journal officiel, le journal officiel numéro 25, qui est paru et qui a donné les pourcentages de chaque parti, comment peut-il représenter le peuple algérien quand vous avez des partis mais de l'autre côté, Nabila Smaï,
Nabil Asmaï, de l'autre côté, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je dois donner la parole aussi à Hussein Jidel. De l'autre côté, le régime est en train de défendre son bilan, mais aussi il dit que le Hirak est fini. Pour lui, il a réussi donc sa politique de répression à faire taire le Hirak. Comment peut-on éviter un scénario catastrophique pour notre pays face à un régime qui ne veut pas lâcher qui ne veut lâcher rien de son côté? Écoutez, on ne peut pas donner la recette au pouvoir comment il va éviter, parce que c'est lui qui devrait éviter une fin catastrophique. Le peuple est convaincu qu'il y a une rupture définitive, vraiment définitive. Maintenant, vous avez dit que le pouvoir est en train de faire son bilan et de dire que c'en est fini avec le Hirak. Le pouvoir vit dans le mensonge qu'il crée. Le pouvoir est en train de se mentir à lui-même. Quand vous avez des députés ou un responsable de cette chambre basse qui promet d'exécuter un programme, le programme du président, vous savez qu'il y a un malaise. Vous savez, lui-même, il dit qu'il reconnaît et qu'il va être fidèle à celui qu'il a désigné. Donc il reconnaît ne pas représenter le peuple. Alors maintenant, le désastre, c'est à ce pouvoir de l'éviter, parce que le désastre, il en sera le seul responsable et ce sera le seul responsable de l'effondrement de l'État algérien. Il est impossible de continuer à gérer la chose politique et la chose publique. Il est impossible de le gérer de cette façon-là, d'une façon répressive. Le pouvoir a réussi à faire détourner l'attention sur la chose politique en multipliant la répression, en multipliant les arrestations, chose qui a poussé tout le monde, même à la diaspora, de parler que du dossier des détenus. Toutes les revendications maintenant tournent autour des détenus, parce que le pouvoir est capable. Il a toujours créé des crises pour vous faire oublier l'essentiel. Or, depuis le début des arrestations, surtout depuis le mois de mai 2021, toutes les revendications de la rue, même dans les marches de Tizi Ouzou, de Béjaïa, donc la chose politique a disparu. Alors maintenant, il faudra qu'on se mette d'accord sur la nécessité de revenir à la chose politique, à la revendication politique qui a poussé... C'est qui, Nabil Asmaïl, c'est qui on? C'est tous les acteurs politiques, les partis politiques d'opposition, la société civile, tout le monde. Maintenant, c'est une révolution qui n'appartient à personne. Elle appartient au peuple et il appartient à l'élite, il appartient aux personnalités, il appartient aux partis politiques qui ont rejeté et qui continuent à rejeter la feuille de route du pouvoir. Il leur appartient que chacun doit prendre sa responsabilité et de dire, je ne dirais pas faire une feuille de route, mais de revenir à cette histoire de politique. Nous devons régler la crise algérienne en mettant sur la table la question politique. Et la question politique, le fondement de la question politique, c'est la question de légitimité et des institutions. Merci. Nous devons instaurer un état de droit pour pouvoir assurer le climat favorable pour faire de la politique. Vous ne pouvez plus faire une réunion, quelque part sans que vous couriez le risque de tomber sous le coup de l'article 87 bis. Ça, c'est un crime. Ça, c'est très, très grave. Très grave. Merci à vous, Maître Nabil Asmaïl. Yatik Saha. Désolé, et en plus, je vais vous libérer parce que vous m'avez dit que vous devez aller regarder le match de la GSK. Hussein Jidel, la question politique doit revenir sur la table. Le Hirak doit faire face donc à ces défis par des responsabilités communes, si on peut dire. Comment vous voyez les choses se développer, Hussein Jidel? Mais Nasser, vous m'avez bien rappelé, parce que je voulais dire ça au dernier avant de finir. Donc, nous attendions notre équipe JSK qui représente ce peuple hiraki, ce peuple révolutionnaire, pour qu'il nous redonne encore de l'honneur que le régime militaire a, durant des années, donné l'image d'un peuple autre que la réalité de ce peuple. Donc nous attendons, nous sommes
en attente de cette réussite, de victoire de peuple algérien vers l'équipe de JSK. En retournant à la question que vous avez posée, écoutez, pour moi, ma conviction n'a pas changé. Il n'y a rien à faire avec ce régime. Et ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, ce peuple a décidé de ne plus espérer de ce régime quelconque solution, quelconque issue. La seule équation qui va s'imposer dans la rue, où le peuple comprimé, pacifique et dans son unité, et mettre le plus tôt possible terme à ce régime mafieux, dangereux, où le régime, il va résister. Nous, on a tout le temps. Depuis 62, on a le moment d'avoir notre indépendance, d'édifier un État civil, pas militaire, et que le peuple algérien soit C'est Jidel. Hossein Jidel, je pense qu'on a un petit souci avec le son. Hossein Jidel, samahni, mais malheureusement, on doit terminer cette émission. Il y a un problème de connexion. Merci beaucoup à Hossein Jidel qui était avec nous dans cette émission. Merci à tous mes invités, Nabil Ismail, mais aussi M. Pierre Audin, fils de Maurice Audin, qui était avec nous au début de cette émission. Merci à Nordin Aoussat. Merci aussi à Karim Kebel. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je souhaite bonne chance à la GSK qui représente l'Algérie en cette finale de la Coupe d'Afrique et aussi bonne chance à tous les supporters de la GSK. Ya'tikum saha, bqaw ala khair.